Mesdames et messieurs, prenez place. On a un ordre du jour assez conséquent. Il ne faudrait pas que ça déborde trop sur le repas. Merci à notre collègue Anthony de nous accueillir à Pomport. Je vais lui laisser la parole à Anthony pour qu'il nous accueille. Tu vas bien nous dire 2-3 mots de bienvenue quand même. Pour une fois que j'ai pas grand-chose à dire. Pour une fois que j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est bienvenue à Pomport. Donc ça me fait très plaisir à la commune de vous recevoir. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette ambiance de Noël qui présage, j'espère, de bonnes fêtes de fin d'année pour vous tous. Voilà. Merci Anthony. On va essayer de ne pas se mettre à l'envers. Je vais demander à Hélène Lehmann si elle veut bien faire l'appel. Hélène, merci. Alors, Frédéric Delmarès. Présent. Jonathan Priolo. Jean-Jacques Chaplet. Présent. Olivier Dupuis, remplacé par Madame Arnouille. Thierry Auroy-Pétou. Alain Castan. Présent. Serge Pradier. Pascal Delteil. Christophe Gauthier. Roland Frey donne pouvoir à Michel Delfieux. Cyril Goubi. Fatia Bancal. Christian Bordenave, Marc Léturgie, Jean-Pierre Caz donne pouvoir à Michael Destombes, Jean-Louis Dessalles, Sébastien Bourdin, Pascal Liabast, René Visantini, Arnaud Delaire, Jean-François Jante, Jean-Claude Portolan, Jean-Michel Dreuil, Michel Dorange, Michael Destombes, Pascal Prévost, Julie Tégérisot donne pouvoir à Catherine Tavot, Fabien Ruet, Laurence Rouen, Jean-Claude Bonamy, Michel Thérault. Maryse Roche est représentée par René Lavessière, Francis Blondin, Catherine Laroche, Jean-Pierre Faure, Josie Bail, Christophe David Bordier donne pouvoir à Josie Bail, Joël Kerdraon, Patrick Vergnol, Didier Gouze, Michel Delfieux, Didier Capuron, Christine François, Éric Prolat donne pouvoir à Joaquina Weinberg, Philippe Puy-Poncher, Florence Malga, Luc Mamès, Jacqueline Simonet, Marie-Lise Potron donne pouvoir à Laurence Rouen, Marjorie Molton, Marie-Claude Andrieux donne pouvoir à Jonathan Priolo, Marie-Hélène Scotti donne pouvoir à Florence Malga, Georges Bassy, Stéphane Fradin donne pouvoir à Arnaud Delaire, Adib Benfedoul, Anthony Castin, Gérald Trappi donne pouvoir à Joël Kerdraon, Marion Serra-Ogbonna, Céline Braco, Emmanuel Guichard, Cédric Lougrat, Hélène Lehmann présente, Joaquina Weinberg, Paul Fauvel, Corinne Gondono donne pouvoir à Joël Isius, Stéphane Lebert, Alain Boquet donne pouvoir à Christian Bordenave, Catherine Arnouille donne pouvoir à Olivier Dupuis, Joël Isius, Lionel Lacombe, Catherine Tavot, Philippe Grégoire. Merci Hélène.
Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Il n'est pas arrivé, Arnaud. Proposer Arnaud Delair. Est-ce qu'il vient? Vous ne savez pas? Ah, monsieur Anthony Gastin. Alors, pardon. On était sûr qu'il serait là, a priori, Anthony. Donc, je réitère mes remerciements, Anthony, pour ton invitation et l'ensemble de ton conseil municipal. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 4 novembre. Y a-t-il des objections? Je n'en vois pas. C'est bon pour tout le monde? Personne n'est contre? S'abstient? Merci. Comme vous avez pu le constater, on vous propose 2 délibérations supplémentaires sur table. Je dois vous faire valider le principe que nous les étudions. Il s'agit du dossier numéro 17, donc une convention pour la refacturation de prestations de services entre la CAB et l'EPIC, qui est Cyrano. Est-ce que quelqu'un y voit une objection? Personne. Personne n'est contre, personne ne s'abstient, merci. Le dossier numéro 34, il s'agit de modification de la délibération assainissement collectif, redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pour 2025. Pareil, y a-t-il des remarques ou des objections à ce que nous étudions ce dossier? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Écoutez, avant de passer complètement dans l'ordre du jour, nous vous proposons une petite présentation sur un dossier qui nous fait relativement plaisir, puisqu'on a été lauréat d'un prix sur le projet alimentaire territorial. Et je pense que c'était intéressant qu'on puisse vous en parler pendant quelques minutes. Et donc, Pascal Diabast et Céline Jardin, que je remercie d'être là ce soir, vont vous faire une petite présentation, parce que ce projet alimentaire, il est à l'échelle du Grand Bergeracois, et la déclinaison de ce projet, on en parlera sans doute par la suite, c'est le projet d'excellence alimentaire avec la légumerie et toutes les actions qui sont derrière. Vous avez la parole, je ne sais pas si c'est Céline ou Pascal qui débute. Allez Céline, vous avez quelques minutes. Merci Président de me passer la parole. Donc, je suis Céline Jardin, donc, coordinatrice donc, de ce qu'on appelle la démarche alimentaire de territoire, donc, qui regroupe le projet alimentaire territorial et le programme d'excellence alimentaire. Je vais vous présenter donc, ce soir plus particulièrement le projet alimentaire territorial du Grand Bergeracois qui s'intitule « De la fourche à la fourchette ». Donc, juste un petit rappel sur ce que c'est qu'un PAT. Donc, c'est voilà, un dispositif qui a été prévu dans la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt qui date de 2014. Et un PAT, c'est l'ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire. Alors, le pays du Grand Bergeracois, à l'époque, en 2016, a été précurseur dans la volonté de se doter d'un PAT, donc, qui a pour enjeu, effectivement, d'atteindre les objectifs donc, de la fourche à la fourchette et rapprocher ainsi producteurs et consommateurs du territoire du Grand Bergeracois. Les 4 présidents des EPCI donc, ont co-signé une charte d'ambition qui s'articule autour de 8 thématiques. Donc la première, c'est nourrir la population du territoire avec une production locale, proposer des produits de qualité pour tous, préserver l'existant, réguler et mettre en valeur le foncier et favoriser l'installation, lutter contre le gaspillage alimentaire, maintenir et développer un tissu économique local, durable, créateur de valeur ajoutée et d'emplois, et répondre aux besoins alimentaires des bassins de consommation voisins. Devenir également un territoire novateur en matière de politique alimentaire et environnementale et favoriser l'adhésion la plus large des citoyens à la démarche. Donc, ce PAT, qui à l'époque avait été donc labellisé niveau 1, avait été également lauréat de l'appel à projets du Programme national de l'alimentation en 2019. Ces labellisations dont on va parler un petit peu plus loin, donc, ce sont des marques en fait, déposées qui ont une durée limitée dans le temps. Le PAT niveau 1 était labellisé pour 3 ans. Pourquoi un PAT? Parce qu'aujourd'hui, et qu'on continue à maintenir ce PAT, parce qu'on est quand même dans un contexte global d'opportunités pour le territoire. Ça a du sens, d'une part renforcé par la loi Egalim, qui impose depuis 2022 d'avoir 50% de produits durables sous signe officiel de qualité, dont 20% de produits bio au niveau de la restauration collective.
qu'elles soient scolaires ou du domaine du secteur du médico-social, peu importe, et qu'une structure porteuse d'un PAT, c'est un marqueur fort pour le territoire, c'est l'affirmation d'une identité territoriale. Donc on a également aussi une évolution des mentalités et une réponse aux attentes sociétales, que ce soit en termes de pratiques de consommation, de méthodes de production, et c'est bon pour l'environnement et la biodiversité. Donc un PAT, voilà, ça représente un territoire qui est quand même engagé pour une alimentation durable et responsable. Et d'ailleurs, je me permets juste que c'est quelque chose qui a été relevé lors du récent diagnostic de territoire, le fait qu'il y ait un PAT qui était ici. Un petit retour en tout cas sur les actions que porte le PAT depuis quelques années. C'est quelque chose de plutôt opérationnel et très concret. On est sur des parcours de formation en restauration collective. Donc ce sont effectivement des restaurations comme certains de vos agents ont pu y participer, tout ce qui est repas végétariens, desserts et pâtisseries fait maison, voilà, les semences paysannes pour les dernières en date qui se sont déroulées. Ce sont aussi des journées de sensibilisation aux agents pour tout ce qui est lutte anti-gaspillage, des rencontres et des visites chez les producteurs, de la diffusion d'informations sur toutes les réglementations en vigueur, l'accompagnement de communes en immersion, c'est-à-dire in situ, on est directement dans les cantines. Voilà, l'accompagnement individuel, la participation aux divers appels à projets. Effectivement, tout ce qui est mise en route et dispositif Ma Cantine et Lait Fruits à l'école, qui est un programme européen de subvention. Et puis donc du coup la coordination du programme d'excellence alimentaire avec les deux outils phares que sont la légumerie et l'espace test des Neubous, pour lesquels on a eu 2 sorties positives là en début d'année 2024 avec 2 achats de fermes sur le territoire. Je rappelle juste aussi que toutes ces formations sont gratuites pour les collectivités, pour vos agents. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez les inscrire. Hop là. Alors aujourd'hui, donc on passe à un nouveau niveau. Je vous disais auparavant qu'on était donc sur un PAT opérationnel qui est en fonction, et c'est ce qui nous a du coup permis de candidater au label, ce qu'on appelle niveau 2. Donc c'est une reconnaissance officielle du ministère de l'Agriculture qui est valable pour 5 ans. On est sur une marque de territoire et un logo qu'on n'a pas le droit d'utiliser si on n'est pas labellisé. Donc ça nous apporte effectivement une légitimité dans toutes les actions qui sont menées et la possibilité du coup de candidater aux appels à projets. Et donc ainsi, on a proposé un programme d'action sur 3 ans, donc de 2024 à 2027, pour un montant total d'action avec des dépenses à hauteur de presque 80 000 €. On a donc déposé une candidature auprès de la DRAF pour la structuration des PAT niveau 2. Nous avons été lauréats en novembre 2024 et obtenu une subvention de 70%. Voilà. Donc ce sont des actions, voilà, c'est un financement en tout cas qui va pouvoir permettre la poursuite de toutes les actions qui sont déjà engagées sur le territoire dont je vous parlais précédemment. Donc un PAT, ça ne fonctionne pas tout seul non plus. C'est un PAT, c'est en interaction constante, en tout cas, avec tous les acteurs et tous les dispositifs du territoire. Je ne vais pas tous les citer ici. Voilà, donc tout ce qui est partenaires institutionnels, chambres consulaires, les schémas directeurs, voilà, tous les services aussi des EPCI, les dispositifs, les partenaires financiers, effectivement, et après les partenaires opérationnels, donc là sur le terrain, qui aident aux formations ou autres. Voilà, ça permet aussi d'avoir un maillage territorial et du coup une meilleure connaissance, en tout cas, des acteurs pour une mobilisation des ressources, on va dire, optimale. Et maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Liabast, qui va conclure. Merci pour votre écoute. Merci. Donc, vous l'aurez compris, le PAT, c'est un axe fort de notre action, que ce soit au niveau des 4 PCI à travers le pays du Grand Bergeracois ou même à notre niveau, communauté d'agglomération bergeracoise. On peut sans doute se féliciter d'avoir eu raison suffisamment tôt de venir en aide au monde agricole qui en a bien besoin, tout le monde le sait.
Donc en fait, cette action globale nous permet d'accompagner de façon très concrète, d'accompagner et de soutenir l'installation à travers le site d'Edembou notamment, mais pas que. Nous avons aussi un rôle de facilitateur où nous sommes capables de faire rencontrer les gens et les associer aux discussions et permettre des reprises ou du moins des discussions pour des reprises d'exploitation. On a aussi un levier sur la diversité de la production sur notre territoire. Ça semble relativement important par rapport à la demande qu'on peut avoir, nous, collectivités, en proposant des produits locaux pour la restauration collective, et ça grâce à notre équipement phare, la légumerie. On a aussi la capacité à renforcer la connaissance des producteurs et des consommateurs à travers des réunions et toutes les actions qui viennent d'être citées. On a une capacité à valoriser les produits avec une meilleure rémunération pour les agriculteurs, tout simplement parce qu'en fait, on a un schéma de fixation de prix à la légumerie qui est satisfaisant. Les agriculteurs ne subissent pas de gros acheteurs. On est capable de se mettre autour de la table et de rémunérer à son juste prix. Et Dieu sait que ça fait partie des revendications actuelles. Et des adaptations pratiques, évolution sociétale et climatique. Alors ça, c'est assez global. C'est tout ce qui est formation en général. Voilà les axes forts sur lesquels on agit. S'il y a quelques questions, je suis prêt à y répondre. Sinon, je vous remercie de votre attention. Oui, Francis, avant de te donner la parole très vite, je veux quand même remercier Céline et Pascal du travail qui est fait, ainsi que M. Dagence et toute l'équipe qui travaille à la légumerie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend peu parler, mais qui fonctionne très bien. Et les gens font bien tourner les outils, et toute l'animation qui est faite autour de ce PAT est relativement connue, peut-être un peu plus autour de nous dans les autres PCI que sur la CAB. Je réitère l'invitation par rapport à vos employés municipaux, n'hésitez pas, ce sont des formations gratuites. Ça se passe quelquefois au Château du Roc ou ailleurs, et c'est toujours bénéfique d'améliorer la connaissance. Voilà, Francis, je te laisse la parole. Merci. Oui, merci. Je voudrais m'adresser à madame. Dans votre petit propos liminaire, j'ai entendu le mot forêt. Qu'est-ce que ça vient faire exactement dans ce projet ? Alors en fait, c'est parce que c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Voilà, donc c'est pas, voilà, c'est un ministère global. Voilà, nous on est sur le domaine de l'alimentation, on n'œuvre pas sur le thème de la forêt. Voilà, mais c'est le ministère qui a ce nom-là, donc je l'ai mis en toutes lettres. Voilà. Merci. Pas d'autres questions ? Bon, écoutez, on va débuter donc l'ordre du jour. Et belle séquence sur les ajustements financiers des DM. Et c'est Jean-Jacques, le pauvre, qui s'y colle. Merci, Jean-Jacques. Oui, merci, Président. Vous m'entendez ? Approche un peu, peut-être. Oui, merci, Président. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, je commence par les points financiers de l'ordre du jour de ce soir. Le premier point, c'est l'ADM numéro 4 qui concerne le budget principal. Vous n'avez pas de... Monsieur Bustamante. Une conférence des maires en présence du président du SND3 avec la question de la mise en place de la redevance incitative 2025 sur les 36 communes. Monsieur Bustamante, c'est pas comme ça que ça se passe. 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 Ça se passe dans les questions diverses. Nous avons un ordre du jour précis. Voilà. Et vous imposez, personne n'ose le faire. Ici, on a une règle de comportement entre nous. À chaque fois que quelqu'un demande la parole, je la lui donne. Comme ça, ça nous permet d'avoir un micro pour les sourds pour pouvoir entendre la question. Et il y a un temps, et chacun prend le temps qui lui est imparti pour évoquer les sujets qui lui tiennent à cœur. Donc chaque maire pourra, le cas échéant, en fin de séance, évoquer en questions diverses les sujets, notamment celui que vous évoquez,
librement, comme ça se fait toujours, mais jamais, en aucun cas, déjà, vous interpellez, vous coupez la parole à quelqu'un qui l'a déjà prise et à qui on l'a déjà donnée. Il y a une méthode et quand même une forme de... Et si vous l'aviez demandé en fin de séance, probablement que je vous l'aurais donné. Mais là vous n'avez pas vous n'acceptez aucune règle. Vous venez là. Merci, c'est gentil. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Allez, Jean-Jacques, on va reprendre. Oui, merci. Donc, il n'y a pas de souci. J'étais en train de vous dire que vous n'avez pas le tableau concernant l'ADM numéro 4 du BP, mais elle avait été jointe en annexe pour ceux qui ont bien voulu la sortir. Donc, je vais vous lire les principales choses qui impactent cette ADM. Donc, en dépenses de fonctionnement, ces écritures ont pour objet d'ouvrir des crédits pour la prestation de collecte des équipements communautaires ou SMD3, et c'est d'actualité, et on a budgété 150 000 € sur le chapitre ou l'article 611. C'est aussi le but d'ajuster le montant des amortissements en 2024, ainsi que la taxe de séjour à reverser à l'EPIC Quai Cyrano, et on a budgété 88 000 € au chapitre 14. Et permettre aussi d'inscrire les crédits pour la réduction d'une subvention perçue en 2023. En recettes de fonctionnement, donc les recettes liées à la récupération de la TVA sur les transports scolaires concernant l'exercice 2021-22 et 22-23 sont constatées au chapitre 75 pour 258 000 €. On trouve également l'ajustement du produit de la taxe de séjour 2024 et on rajoute 170 000 € par rapport à ce qu'on avait budgété. L'équilibre de cette section de fonctionnement est atteint en ouvrant les crédits au compte 65 888 pour 130 785 €. Ça, c'est pour le fonctionnement. Sur la section d'investissement pour les recettes, on retrouve la variation des écritures liées aux amortissements, 52 000 €. L'ajustement des crédits pour les cessions d'immobilisation et l'inscription des subventions attendues à la suite des notifications que nous avons reçues pour 871 556 €. On a des écritures d'ordre patrimonial à l'intérieur de la section d'investissement à hauteur de 1 082 196 €, aussi bien en dépenses et en recettes que vous trouvez détaillées dans le tableau en annexe. En dépenses d'investissement, donc on retrouve l'ajustement de l'amortissement des subventions 2024 à hauteur de 7 160 €. L'ouverture des crédits pour le versement de l'avance en compte courant à la CEMAB à hauteur de 100 000 € au chapitre 27. Nous en avions débattu lors du dernier conseil communautaire. Et l'augmentation des crédits pour la construction de la crèche de la Moisy-Saint-Martin. Il faut rajouter 30 000 € sur cette opération. L'équilibre de cette section d'investissement se fait par l'ouverture de crédits aux comptes 2313 et 2315 à hauteur de 621 180 €. Voilà, Président, très résumé l'ADM de ce BP que vous avez en annexe dans le tableau. Merci, Jean-Jacques. Bon, il s'agit d'ajustements classiques avec les aléas des attributions de subventions, des nécessaires subventions des budgets pour les équilibrer, réajustement pour la crèche de la Moisy-Saint-Martin, etc., etc. Vous avez tout le détail. Avez-vous des questions ou des besoins de compléments d'information? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Jean-Jacques, on continue. Donc le point numéro 2, l'ADM numéro 2 sur le budget annexe assainissement. Là, vous avez le tableau. Ces écritures ont pour objet d'ajuster les crédits ouverts sur les amortissements de l'exercice et notamment sur l'intégration de l'actif du budget annexe de la commune de Gardonne, notamment. Et vous voyez dans le tableau donc 33 400 € en dotation aux amortissements qui se retrouvent en recettes d'investissement sur les 3 lignes 3004 plus 27 500 plus 2500 € sur justement l'inscription de ces écritures aux amortissements. Voilà, Président. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va parler du centre événementiel. Tout à fait. L'ADM numéro 2 du centre événementiel. Donc là, ce sont des crédits ouverts pour le règlement des intérêts de la dette et de la commission d'engagement du contrat. Et vous voyez qu'il y a une bascule de 15 000 € sur les intérêts des emprunts, donc au préjudice de la ligne 617, études et recherche. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci.
Le point suivant sur le parc aqualudique, c'est l'ADM numéro 4. Donc là, on ajuste les crédits pour, là aussi, liés aux amortissements de l'exercice. Et vous voyez donc le truchement de 1 000 € qui va du virement de la section d'investissement pour abonder la dotation aux amortissements. Pas de questions, j'imagine. Personne n'est contre, s'abstient, adopté. Merci. Sur le point suivant, donc l'ADM numéro 1 sur la ZAE de Bougnac, donc on ajuste les crédits pour le règlement des intérêts de la dette et vous voyez qu'on est à 200 € en virement du 60-45 ou juste sur le 66-111. Président, oui. Pas de questions, j'imagine non plus. Est-ce que quelqu'un est contre, s'abstient, adopté. Merci. Le point numéro 6, donc l'ADM numéro 1 sur le budget annexe de Saint-Lizier. Donc là aussi, écriture pour ajuster les crédits ouverts pour le règlement des frais financiers. Et là aussi, vous voyez 2100 € sur le 66-16. Merci. Personne n'est contre, s'abstient, adopté. Merci. Donc le point suivant, donc l'ADM numéro 1 sur la zone d'activité des sardines. Là encore, ajustement pour le règlement des frais financiers. Et on est à hauteur de 3800 €. Personne n'est contre, s'abstient, adopté. Merci. Donc après, le point numéro 8 sur un mandatement d'effacement de dette. Donc à la suite des mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France au 23 avril 2024, le receveur municipal nous demande de bien vouloir mandater l'effacement de dette d'un particulier pour un montant de 356,65 €. Il s'agit de prestations en accueil de loisirs sur l'exercice 2021. Personne n'est contre, s'abstient, adopté. Merci. On va parler des AC. Sur le point suivant, donc les attributions de compensation, ce sont les montants définitifs pour l'exercice 2024 et prévisionnels pour 2025. Donc une commission locale d'évaluation des charges transférées, communément appelée la CLECT, a été créée par la CAB et les communes membres et dont la composition a été arrêtée par délib du Conseil communautaire le 6 février 2017. Cette CLECT est ainsi composée de 39 membres, un pour la CAB et un pour chaque commune représentée au sein de cette CLECT. Cette année, 2 équipements ont été transférés à l'agglomération en fin d'année, le centre municipal de santé de Bergerac ainsi que la bibliothèque de Montbazillac. Compte tenu des délais, la CLECT ne s'est pas réunie au cours de l'exercice 2024, mais elle le fera au cours du premier trimestre 2025. Donc, les membres du conseil communautaire sont invités à constater qu'aucune révision des charges transférées n'est intervenue au cours de l'année 2024 et ainsi l'attribution de compensation définitive pour 2024 s'élève à 5 47 736 €, conformément aux détails donnés en annexe de la convocation de ce soir. Dans l'attente de la réunion de cette CLECT, on vous demande d'arrêter le montant provisoire des AC pour 2025 à hauteur de ce même montant, soit 5 47 736 € pour les 38 communes de l'agglo, conformément aux détails dans l'annexe. Président. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des questions? Personne n'est contre, s'abstient. Et bien, on poursuit avec le rapport quinquennal. Voilà, le point suivant, c'est le rapport quinquennal sur les attributions de compensation. Donc, le président d'un établissement public de coopération intercommunale est tenu de présenter tous les 5 ans un rapport sur l'évolution du montant des AC des communes membres au regard de l'évolution des dépenses liées à l'exercice des compétences dans les budgets de l'EPCI. Le rapport quinquennal sur les attributions de compensation 2024 qui concerne la période 2019-2023 a été adressé aux membres de l'Assemblée communautaire et il doit faire l'objet d'un débat en conseil communautaire dont il est pris acte dans une délibération spécifique avant le 31 décembre 2024. Si je regarde les lignes principales de ce rapport quinquennal, donc quelques rappels sur les compétences qui ont été transférées depuis le 1er janvier 2019. En 2019, nous avions eu le transfert du bus adapté en Bergeracois, les maisons de santé pluridisciplinaires, la maison de l'emploi Sud-Périgord, le transfert de voiries complémentaires. Et en 2020, nous avions eu le transfert de l'eau et l'assainissement. En 2021, le transport scolaire. En 2022, la fiscalisation de la compétence voirie.
En 2023, il n'y a pas eu de transfert de compétences. En 2024, je vous le disais précédemment, le Centre municipal de santé de Bergerac ainsi que la bibliothèque de Montbazillac. Petit rappel, avec la prise de compétences eau et assainissement en 2020, nous avions ouvert 2 budgets annexes. En 2023, on a clôturé ces 2 budgets et transféré les résultats au SMAEP Coteau-Pourpre. Ce sont ainsi donc 2 571 000 € qui ont été versés au SMAEP et un capital restant dû de 81 158 € qui concerne 4 contrats d'emprunt. Voilà, Président, très succinctement. Donc, on vous demande de prendre acte de la présentation de ce rapport quinquennal sur les AC et du débat qui s'ensuit pour la période 2019-2023. Merci Jean-Jacques. Donc, vous avez eu le document. Est-ce que vous avez des questions ou des points en particulier? Il n'y en a pas, tout est clair. Bon, écoutez, je vous demande, on peut considérer que l'Assemblée a pris acte de cette présentation. C'est bon pour vous? Eh bien, on poursuit sur le budget principal avec la nécessaire ouverture de crédit anticipé pour démarrer l'année. Voilà, tout à fait, Président. Je suis déjà rendu au point 11, vous vous rendez compte. Ouverture de crédit anticipé sur l'investissement du budget primitif 2025. Donc, comme tous les ans, il est possible d'engager, de liquider, de mandater des dépenses nouvelles d'investissement avant le vote du budget primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, compte tenu des délais des procédures, il est nécessaire de pouvoir lancer au plus vite les dépenses d'investissement qui sont décrites en ci-après. Donc, je vous dispense toutes les opérations avec les codes des opérations. On vous propose d'ouvrir pour le début de l'année de l'exercice 2025 par anticipation un total de 1 774 500 € avec le détail que vous avez sous les yeux. Les crédits proposés donc respectent bien la règle des 25% ouverts au budget de l'exercice précédent. Et voilà, Président, nous sommes invités à valider cette ouverture anticipée de crédit. Merci Jean-Jacques, de manière à faire perdurer les travaux qui sont déjà amorcés ou en cours, qui vont débuter. Donc ces crédits permettent qu'il n'y ait pas d'interruption dans ce processus. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Tavo. Oui, bonjour. C'est une question par rapport à ces travaux. Moi, j'ai regardé la passerelle et je me pose la question de ouverture des crédits. Je comprends très bien sur un bon nombre de choses dont on a parlé et qu'on a voté à un moment donné. Est-ce qu'on ouvre des crédits sur quelque chose pour lequel on n'a pas eu d'accord sur l'ensemble des choses? Voilà. Donc, c'est une vraie question et je suis étonnée de voir cette demande de crédit, même pour les études, alors qu'on n'a pour l'instant rien dit sur l'ensemble de ce projet. Ben, vous avez tout à fait raison, mais c'est justement pour ça. On a besoin d'études pour évaluer à la fois si ce projet est portable pour la CAB, à quel endroit. Enfin, on a besoin d'étudier le pourquoi du comment et la faisabilité de ce projet. Aujourd'hui, on parlerait un peu dans le vide si nous débattions de ce projet de passerelle sans savoir si elle coûte 2 millions, 4 millions ou 8 millions. Donc ça, c'est quand même un élément important de savoir si on l'a fait, comme on en discutait récemment avec le maire de Bergerac, à l'amont de l'Escat, là où la largeur fait probablement 200 mètres, ou un petit peu plus à l'aval au niveau de l'Escat, où là on serait plus près des 300 et quelques mètres. Vous voyez, évidemment, pour décider de la pertinence et de l'opportunité pour la CAB de faire ce projet, nous avons besoin de ces études. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons les lancer, pour que nous ayons un débat éclairé, pour éventuellement choisir de le retenir dans le projet pluriannuel d'investissement. Voilà, c'est tout à fait la logique dans laquelle nous nous positionnons pour présenter cette étude. Puis c'est un sujet quand même qui avait recueilli très 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 largement l'assentiment de cette Assemblée. Donc voilà, donc si aujourd'hui l'Assemblée se re-questionne sur le sujet, moi je veux bien l'écouter, mais j'ai pas l'impression. Enfin, écoutez, vous allez me le dire, chers collègues.
Oui, je complète, je comprends très bien ce que vous dites. Je complète en posant la question de pourquoi, de fait aussi, on a tout l'aménagement des berges de la Dordogne, donc qui est un projet qui est, à mon avis, porté par la CAB, par la mairie, par encore plein d'autres gens, et on n'est pas en train de travailler ou de préparer des ouvertures de crédit pour ça non plus. Vous voyez, c'est pour ça que je pose vraiment la question sur, on a un choix sur la passerelle, on a d'autres projets qui sont des projets communautaires, et donc là, pour lequel on n'appelle pas à des crédits là-dessus. Vous apportez de l'eau à mon moulin, Madame Tavot, parce que justement, le sujet des berges de la Dordogne a fait l'objet de crédits votés et d'études qui ont été faites. Et aujourd'hui, on va pouvoir débattre de la pertinence et de ce qu'on pourra faire par rapport aux fiches actions qui ont été proposées par le cabinet d'études. D'ailleurs, il y aura une présentation ici au prochain conseil communautaire de janvier. On en avait convenu avec le maire de Bergerac, puisque cette étude a été rendue. Et aujourd'hui, c'est important qu'elle parvienne jusqu'à l'ensemble des conseillers communautaires, de manière à essayer de voir un peu les différentes actions que nous pourrions retenir concernant cet entretien des berges. Et on est tout à fait dans la même logique. Nous avions décidé de faire une étude pour savoir si justement, déjà, que pourrions-nous faire, que pouvons-nous faire, qu'est-ce qu'il est envisageable de faire, et d'avoir des estimations financières qui les concernent, suivant les secteurs, et qui nous permettent de choisir et d'arbitrer. C'est tout à fait la même logique qui a prévalu dans l'étude sur l'aménagement des berges que nous avons porté ensemble avec la ville de Bergerac. D'autres interventions? Bon, on vote ces crédits anticipés pour débuter tous nos projets. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On va faire pareil sur l'assainissement puisque les travaux sont déjà commencés. Jean-Louis. Oui, bonsoir. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le schéma est exactement le même que pour le budget général. Donc, mais là, ça concerne le budget annexe assainissement. Donc, des ouvertures de crédits anticipés à hauteur de 1 million et 1000 euros. Voilà, avec sur les réseaux d'assainissement à hauteur de 25 000 euros, sur le service assainissement 25 000 euros et sur des installations matérielles et outillage pour 951 000 euros. Donc, de la même manière, les crédits proposés respectent la règle des 25%. À titre d'information, sur 2024, on a eu un budget investissement de l'ordre de 7 millions d'euros sur l'assainissement collectif, entre le budget et les restes à réaliser. Donc, voilà, on respecte la règle des 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, les membres du conseil communautaire sont donc invités à adopter cette ouverture de crédit anticipé et autoriser le président à signer les pièces nécessaires. Merci, Jean-Louis. J'en profite parce que tu le soulèves à juste titre, Jean-Louis. C'est un effort significatif, sans précédent, qui est fait sur la communauté pour améliorer le traitement des eaux usées sur notre territoire. Donc c'est quand même un effort sur la qualité finale des eaux de la rivière Dordogne dont il s'agit, puisque ces eaux étant traitées et de meilleure qualité, sans nul doute, ça va contribuer à améliorer la qualité de l'eau de la Dordogne. Et c'est une excellente chose. Et nous maintenons nos efforts dans le cadre de ce partenariat fort du contrat de progrès territorial avec l'Agence de l'eau, avec qui nous avons eu un comité de pilotage très récemment pour le suivi des différentes opérations. Et c'est vrai que c'est important de ne pas s'arrêter en si bon chemin. On parle beaucoup de réhabilitation, mais il y a aussi des extensions importantes de réseaux qui sont en cours. Et on a des projets sur lesquels nous travaillons et que nous allons devoir bien faire avancer dans les années à venir. Je pense à la station d'épuration de la Force. Je pense à quelques autres points importants qui sont à travailler maintenant dans les mois qui viennent et qui nous permettent de rendre là aussi notre territoire de plus en plus, je l'espère et je le pense en tout cas, attractif. Merci Jean-Louis. Avez-vous des questions sur l'assainissement? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté, merci. On va parler du centre événementiel, Jean-Jacques. Voilà, tout à fait, Président. Je reprends la parole. Donc, c'est pas parce que des crédits sont ouverts avant le vote du budget que ça sera forcément dépensé. Mais là, dans le cas présent, c'est le centre événementiel et donc on est en cours de travaux. Et donc, les factures arrivent maintenant de manière récurrente et régulière. C'est normal d'ailleurs. Et donc là, l'ouverture de crédit anticipé trouve tout son justificatif. Et voilà pourquoi ce soir, on vous propose d'ouvrir 2 660 000 euros
concernant donc ce budget annexe du centre événementiel pour pouvoir assumer les factures dès le début de l'année. Merci Jean-Jacques. Donc là, on est dans un processus de construction sur plusieurs années. Et pour pas qu'il y ait d'interruption, voilà, je propose l'ouverture de ces crédits. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Tao. Oui, c'est une demande. Ça fait 1 an que je suis ici et chaque fois, on va parler des montants qui vont être alloués au centre ou qui sont payés comme c'est normal ici. Est-ce qu'il serait possible à un moment donné, quand ça sera fini, qu'on ait un état des lieux réel des factures qui ont été dépensées et combien ce centre a coûté à la communauté et quelle est la part des subventions qui ont été obtenues? À la fin, quand ça sera fini, que en fait toute personne habitant sur la communauté ait une idée réelle du budget engagé par la CAB et du budget qui a été donné par les subventions. Ça, c'est ma première demande. Et ma deuxième demande, puisqu'on est sur le centre, est-ce qu'on a avancé sur le délégataire du service public qui va être là-dessus, puisqu'on en a parlé et on a même voté un budget pour la recherche de cette personne. Sur la première question, on devrait pouvoir vous le donner d'ores et déjà, puisque, bon, a priori, on est tout à fait dans les clous. Et comme on est sur un marché très particulier, compétitif, donc on sait pertinemment où ce projet va nous mener au niveau financier. Donc, a priori, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Je vois Christian qui sourit. Non, à ce stade, il n'y a pas a priori de surprise. On le verra de toute façon. Donc, on peut vous l'avez déjà, mais on vous le redonnera le montant de ce qui est prévu. Et puis, on vous donnera, bien évidemment, comme à toute l'Assemblée, le montant final de ces travaux. Sur le délégataire, on est évidemment dans le processus initialement prévu. Donc, il y a eu des remises. Les dossiers ont été retirés. Un seul candidat a répondu. Donc, on est dans le débat contradictoire avec ce candidat pendant plusieurs semaines. Et ce candidat sera ou non retenu, je crois, février-mars. Février, c'est ça? Non, un peu plus tard, oui, plutôt mars-avril. Voilà, février-mars de cette année, si sa réponse et les éléments qu'il va nous fournir au gré des discussions correspondent à nos attentes. Donc voilà, vous avez la réponse à ces deux questions, Madame Tavo. Vous avez l'air inquiète. Je suis inquiète sur 2 choses. L'état sur le budget, évidemment, normalement on sait, mais je crois avoir dans l'Assemblée, on a voté sur des budgets supplémentaires sur une partie optionnelle qui n'avait été pas prévue au départ, mais qu'on a ajouté. On prenait l'option, on ne prenait pas l'option. Ça, c'est pour le premier point. Et le deuxième point, c'est toujours tout de même très gênant d'avoir un débat contradictoire qu'avec une seule personne et qui est un seul candidat. Vous le savez très bien. En général, quand on fait un appel d'offres et qu'on n'a qu'une seule personne qui répond, c'est tout de même toujours un peu embêtant. C'est tout. Voilà. Quand vous avez plusieurs candidats pour un poste, on aime bien avoir du choix. Oui, c'est vrai qu'on aurait préféré avoir plusieurs candidats, mais ça dépend pas de nous. On nous a expliqué, hein, c'est souvent le cas dans des structures qui émergent comme ça, qui sont neuves. Il n'y a pas de recul, les gens ne savent pas à quoi ça ressemble, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très attrayant quand les gens voient ça comme ça, et ils ont du mal à se représenter l'outil. Et donc, voilà, c'est aussi un pari sur l'avenir. Mais il suffit que ça soit le bon, on verra. Et puis si c'est pas le bon, on fera autrement. Après, j'y reviens hein, sur les. Alors vous parlez d'un budget supplémentaire. C'est pas une option. Le parking était à part. Donc le budget optionnel, c'était pour faire un parking. Donc c'était pour faire un parking végétalisé. C'était pas un surcoût sur le budget du centre événementiel lui-même. Il n'y a pas de surcoût et d'options supplémentaires à ce stade sur le centre événementiel lui-même. Donc voilà, on sait que, vous voyez, on avait un parking bitumé, les gens râlaient parce que il y avait trop de bitume, il faut vraiment faire quelque chose. Et aujourd'hui, on végétalise en grande partie cet espace. Et les gens râlent parce qu'on perd quelques places. Donc, au moins, c'est compliqué de répondre à toutes les attentes. Et on essaie de faire au mieux. Je pense que c'était une bonne option que de végétaliser cet espace. Je pense que c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Je l'espère en tout cas.
J'espère qu'en fait, on va continuer comme ça parce que c'est défendre des valeurs. Le problème, c'est les valeurs là-dessus. D'accord? Donc, si on végétalise, on végétalise. Et on perd des places. Mais on pensera à mettre du vélo. On pensera à mettre du vélo. Voilà, sur ce point, est-ce que vous êtes tous d'accord? Ah, une autre question, pardon. Oui, justement, je voudrais intervenir par rapport au centre événementiel pour rappeler l'importance de ce projet. C'est vrai que pour les conseils municipaux, au moins des communes autour de Bergerac, c'est très important qu'on puisse en parler dans nos conseils municipaux. J'avais demandé, j'ai obtenu gain de cause de le faire visiter, comme on l'avait fait avec le conseil communautaire, à tous les conseillers municipaux de chaque conseil. Je l'ai fait pour Offignac de Sigoulès. Et le résultat est assez probant puisque tout le monde a bien compris l'enjeu, tout le monde a bien compris ce qui allait être fait. D'ailleurs, j'en remercie l'architecte qui nous a accompagnés. Et j'invite vraiment tous les conseils municipaux à faire la demande parce que c'est quelque chose de très utile pour toute notre population et particulièrement les gens qui dirigent, qui sont dans les conseils municipaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Alain. Y a-t-il d'autres remarques? Vous êtes d'accord pour l'ouverture de ces crédits anticipés? Merci beaucoup. On continue avec la légumerie. Là aussi, des crédits anticipés pour l'investissement, Pascal. Tout à fait. Tout comme les autres chapitres, il s'agit de voter des crédits anticipés pour l'achat d'une machine de découpe à hauteur de 12 000 €. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté, merci. On va parler du parc aqualudique. Donc avec, comme tous les ans, le versement d'une subvention d'équilibre qui ne baisse pas. François, à toi. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la réalisation et l'exploitation de l'aqualude sont portées par un budget annexe assujetti à la TVA. Le compte d'exploitation prévisionnel de l'équipement pour l'année 2024 établi à partir des éléments connus à ce jour fait apparaître des éléments suivants. Nous avons des charges générales à hauteur de 624 703 €, des frais de personnel à hauteur de 925 000 €, des autres charges de gestion courante à hauteur de 13 630 €, des charges financières à hauteur de 114 258 € et des amortissements à hauteur de 293 €. L'exploitation prévisionnelle constatée entre 2024 et 2023, moins 87 000 € s'explique par le règlement en 2023 d'une facture de chauffage importante qui concernait 2022. Néanmoins, afin de respecter la trajectoire financière présentée au cours du séminaire Finances du 4 janvier 2023, il conviendrait de verser une subvention d'équilibre du budget principal vers le budget annexe Parc aqualudique de 1 800 000 €. C'est la couverture du remboursement du capital des annuités d'emprunt par des ressources propres, ainsi qu'une subvention d'investissement à hauteur de 100 000 €. Nous sommes donc invités à autoriser le versement d'une subvention d'équilibre d'1 800 000 € du budget principal vers le budget annexe Parc aqualudique. Je vous rappelle 1 750 000 € en 2023, malheureusement, en fonctionnement, et d'une subvention d'investissement de 100 000 €. Merci Jean-François. C'est un budget difficile, hein, on le sait. On a une énorme gratuité pour tous les enfants de notre territoire, au primaire, au collège et au lycée. Et donc voilà, quand on a cette politique, ça pèse sur le budget. Petite précision sur... Je te vois, Hélène. Sur l'augmentation, la légère augmentation, mais augmentation quand même par rapport à l'année passée, on a énormément de personnel arrêté à la piscine. C'est plus de 60% des gens qui sont... On a un vrai souci de turnover et d'absentéisme sur cet équipement. Donc, évidemment, ça pèse sur la masse salariale. Et donc, ça vient expliquer l'augmentation, la légère augmentation de ce déficit. Oui, Hélène.
Oui, merci. Je me profite de cette délibération pour faire le lien avec une décision en fait, qui a été annoncée sur une étude portant sur justement la gestion de cet outil. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Pourquoi quels sont les objectifs un peu de cette étude? Oui, Hélène. Bon, comme on l'a constaté depuis 2 ans, 3 ans maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse très fort sur les comptes de la collectivité. Il aurait été, à mon avis, dommage de ne pas étudier une ou d'autres options de gestion. C'est ce que nous faisons. Donc l'étude elle a été lancée. On a rencontré tous les acteurs qui travaillent à la piscine, de près ou de loin, ont rencontré le bureau d'études qui nous aide à bien réfléchir dans la constitution du cahier des charges, parce qu'il faut être très précis dans celle-ci. Et du coup, on travaille à regarder si une autre gestion de l'équipement est possible ou pas, et qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter ou pas, de manière à ce qu'on puisse avoir un débat éclairé. Faut-il continuer à gérer cet équipement en direct ou pas? Et quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous? Voilà. D'autres interventions? Est-ce que quelqu'un est contre le versement de cette subvention d'équilibre? S'abstient? Adopté, merci. On va parler à nouveau de la légumerie. Pascal, tu as la parole. Merci. Si vous le permettez, Président, je voudrais replacer un petit peu la légumerie et faire un point d'étape, de façon à ce que tout le monde soit bien au courant. Vous l'avez fait, mais je remercie à nouveau les agents pour ce travail difficile et leur assiduité. En fait, la légumerie, c'est un peu le bras armé de notre PAT. C'est un outil structurant pour la filière du maraîchage et la filière légumière. C'est un outil de massification et de transformation. Rappelons-nous, nous sortons du produit de 4e gamme, c'est-à-dire du produit transformé de cette légumerie. C'est un outil de stockage innovant. Nous dit stockons de la pomme de terre. Alors, nos voisins belges doivent rigoler parce que ça fait très bien faire ça. Nous, en Dordogne, on ne savait pas faire. Ça a plutôt l'air de bien marcher. Aujourd'hui, c'est 50 tonnes, grosso modo, de 4e gamme sorties de cet outil. Juste pour rappel, il faut arriver à un seuil de 200 tonnes, conformément aux études qui ont été faites, pour arriver à un seuil d'équilibre. Aujourd'hui, nos principaux clients, c'est des collèges du Bergeracois, la cuisine centrale d'Issy-Jacques, la cuisine centrale de Périgueux. La plupart d'entre vous, et je vous remercie pour votre confiance, nous ne désespérons pas de travailler avec la cuisine centrale de Bergerac. C'est aussi des établissements socio-médicaux, la Fondation John Bost. Nous avons aussi de belles perspectives avec le Libournais, le Grand Périgueux, Val-de-Garonne et j'en passe d'autres. Dans les perspectives, grâce sans doute à vos remontées, nous avons discuté avec le président sur la capacité à mettre en place une nouvelle filière, une filière en agriculture conventionnelle. Alors il ne s'agit pas de démolir tout ce qui a été fait en agriculture biologique, bien au contraire, mais de venir renforcer ce qui a été fait. Et j'en viens à la délibération. Créé en fin d'année 2023, le budget annexe de la légumerie représente en 2024 le premier exercice budgétaire complet. Le compte d'exploitation prévisionnel de l'équipement pour l'année 2024, établi à partir des éléments connus à ce jour, fait apparaître les éléments suivants. Des charges générales pour 188 173 €, des frais de personnel pour 104 095 € et des autres frais de gestion courante pour 1 170 €. Des recettes de 222 015 qui fait apparaître un déficit de 71 423 €. S'agissant donc d'un SPIC, il convient donc de verser du budget principal une subvention d'équilibre du même montant pour l'exercice 2024. Les membres du Conseil sont donc invités à autoriser le versement de cette subvention d'équilibre à hauteur de 71 423 €. Merci Pascal de cette présentation assez exhaustive. Y a-t-il des questions? Oui, Jonathan. Merci Frédéric. Pour donner quelques informations, puisque je rappelle que depuis notre arrivée à la municipalité, il n'y a pas 1 kilo de légumes qui a été acheté en direct par la ville de Bergerac, tout ça parce qu'elle n'achète pas de légumes. Je rappelle que depuis notre arrivée, on a travaillé à reprendre en régie la gestion de la cuisine centrale. Donc jusqu'à présent, on a un assistant technique qui est le groupe API, et c'est le groupe API qui nous achète l'ensemble des denrées alimentaires et qui nous vend des prix de repas. Donc seul le groupe API
aurait pu acheter des légumes en direct à la légumerie et non pas à la ville de Bergerac. On a embauché un directeur depuis le mois de juin de façon à passer en 100% régie. Sur le mandat précédent, il y avait une délégation de service public. On a stoppé la délégation de service public pour prendre une assistance technique. Et maintenant, on stoppe l'assistance technique, on embauche un directeur et le directeur est en train de travailler sur l'ensemble de l'achat des denrées alimentaires. Avec la cuisine centrale, on n'est pas encore assez expérimenté pour acheter en direct l'ensemble des denrées alimentaires. Et donc, on rentre dans un groupement de commandes avec les collèges et lycées du département de la Dordogne, de façon à acheter ces denrées alimentaires. Par contre, dans cet appel d'offres, dans ce groupement de commandes, il n'y a pas de quatrième gamme, ce qui va permettre à la ville de Bergerac, à partir du 1er février, c'est-à-dire à la date de la fin de la convention avec la groupe API, il permettra à la ville de Bergerac d'acheter, à partir du 1er février, des légumes en direct à la légumerie. J'ai demandé au groupe API pour regarder l'ensemble des légumes qui étaient disponibles sur la légumerie de Bergerac, et je leur ai demandé en euros à quoi ça correspondrait. Et d'après eux, en tout cas leur devis qui est fait, c'est à peu près 20 000 euros de légumes bruts, 20 000 euros de légumes qui sortiraient. Si on met au prix de l'agglomération aujourd'hui au niveau du groupe, on serait plutôt autour de 50 000 euros de sortie des denrées alimentaires. Donc c'est un travail que j'ai demandé qu'il soit fait pour qu'on puisse en discuter ensemble sur l'ensemble des légumes qui pourraient être achetés à partir du 1er février directement à l'agglomération. Mais ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas la possibilité directement d'acheter des denrées alimentaires puisqu'on était avec le groupe API. Et donc, à partir du 1er février, on sera en 100% régie et donc on va pouvoir commencer à travailler ensemble. On se voit mercredi matin avec Monsieur le Président pour évoquer divers dossiers liés à l'agglomération, que ce soit la légumerie, que ce soit l'abattoir, que ce soit la voirie. Voilà, on a pas mal de dossiers à voir ensemble, de façon à ce qu'on puisse travailler au plus tôt ensemble sur ces produits de quatrième gamme. Sur ces questions de légumes, quand la commune de Creil ou la commune de Primorieux achète des légumes à la légumerie, ben, elle les paye plus cher. Ce sont des légumes bio, ce sont des légumes locaux, ce sont des légumes travaillés. Donc on sait qu'on les paye plus cher. Et voilà, c'est un effort qui est consenti, un effort solidaire qui est consenti pour nos agriculteurs et pour apporter de la visibilité, Pascal l'a dit tout à l'heure, et de la lisibilité aussi à moyen long terme sur leur rémunération. D'autant que la légumerie, c'est aussi un outil qui permet de traiter des légumes. Et c'est pour ça que c'est cher un peu aussi. C'est que souvent, vous voyez dans les grandes surfaces ou ailleurs, les légumes, les petits, les tordus, pas forcément les plus jolis, ceux-là, ils sont jetés. Et là, à la légumerie, ils ne sont pas jetés, ils sont travaillés. C'est pour ça que ça coûte cher. Il y a de la main-d'œuvre. Voilà, donc c'est à travers ça aussi qu'on améliore la rémunération des agriculteurs, c'est-à-dire que ce qu'ils jetaient précédemment est valorisé. Donc ça leur permet d'augmenter. Et tout ça, évidemment, il faut bien qu'à quelqu'un, à un moment, amortisse un peu tout ça. Je veux rappeler quelque chose qu'on oublie trop souvent, peut-être. Dans la confection d'un repas à la cantine, le coût denrée, la denrée, les légumes ou le reste, c'est 20% du repas. Donc c'est vrai que ça c'est pas neutre, mais le sujet, il est peut-être ailleurs dans l'organisation. Et d'ailleurs, c'est ce que nous travaillons. Et c'est pour ça que ça met un peu de temps à rentrer dans certains schémas de cuisine centrale. C'est que on en a d'ailleurs parlé avec le maire de Bergerac. Ça nécessite aussi une réorganisation parce que en fait, si vous avez des agents qui ne sont pas obligés de peler, trancher, hacher, etc., vous économisez de la main-d'œuvre. Et dans ce coût repas, c'est la main-d'œuvre qui coûte le plus cher, et on le sait tous. Et donc, il y a un vrai travail de réorganisation et de réappropriation de la méthode. Et c'est là que c'est souvent difficile dans les petites unités, parce que on a du mal à faire cet exercice. Et donc, on a tous conscience que à un moment, si on veut mieux payer nos agriculteurs, ça va peut-être nous coûter un petit peu plus cher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a à militer sur l'ensemble de nos actes citoyens. Il faut savoir si on veut acheter des légumes espagnols ou des légumes français. Et c'est un peu toute la question qui nous est posée. Alors c'est plus facile, me semble-t-il, dans des structures collectives et publiques que dans des actes citoyens où quelquefois nos
citoyens, nos habitants ont du mal à pouvoir acheter ce qu'ils souhaiteraient. Ils préféreraient peut-être aussi acheter des légumes bio, mais leur pouvoir d'achat ne leur permet pas forcément. Donc je crois que montrons l'exemple et peut-être dans ces logiques publiques, essayons de créer des... Alors Pascal l'a rappelé, on va essayer malgré tout d'aller un pas plus loin avec un partenariat avec les agriculteurs de notre territoire pour travailler sur des légumes surtout de proximité et locaux, qu'ils soient conventionnés, raisonnés, voilà. Mais notre priorité, c'est que on essaie de tendre vers le 100% légumes locaux dans nos structures publiques. C'est en tout cas ce que nous défendons avec Pascal. Voilà, chers collègues. Oui, j'entends. Merci Frédéric. Juste un mot sur le tonnage, puisque tu as évoqué, Pascal, les 50 tonnes aujourd'hui, les 200 pour tendre à l'équilibre. C'est pas qu'avec l'arrivée de la ville de Bergerac qu'on va arriver aux 200 tonnes. C'est un élément de plus. Juste pour information, la ville de Bergerac, c'est à peu près 13 tonnes à l'année de légumes achetés. Et sur les 13 tonnes, il y a des légumes qui n'arriveront pas de la légumerie, comme la salade, comme le radis noir, comme le chou chinois. Enfin voilà, il y a des choses qui n'arriveront pas de la part de la cuisine centrale. Donc c'est 13 tonnes aujourd'hui qui sont achetées, mais qui n'arriveront pas tous de la légumerie aussi. Voilà. Je me demande s'il y a assez de légumes à la cuisine centrale. Non, Est-ce que quelqu'un est contre cette... Pardon, Georges. Oui, on a parlé de chou chinois, du coup ça m'a donné envie de réagir. Non du tout. Pour revenir sur l'équipement effectivement de la légumerie, je crois que effectivement cet outil il est présent sur le territoire, ça va dans le bon sens de ce que l'on doit effectivement tendre au niveau de l'alimentaire et de l'alimentaire local, sachant que l'on dispose de cet outil-là. Et donc, bien entendu, il serait légitime que l'intégralité des collectivités qui fabriquent, qui réalisent actuellement des repas au niveau des cantines scolaires notamment, en fassent partie. Je l'ai dit à Pascal, mais je le redis. On est sur la commune, nous, en train actuellement de modifier un équipement scolaire. L'étape d'après, enfin celle qui va arriver très rapidement, c'est d'adhérer effectivement à la légumerie. On était avec une structure qui n'est pas happy comme la ville de Bergerac, mais qui est Transgourmet, qui nous permet actuellement une facilité au niveau de la desserte et de la composition des repas, ainsi que du transport des repas, hein, de l'amener des repas sur la collectivité. Mais on est en train de s'organiser pour bien évidemment aller dans ce sens-là. Et effectivement, pour passer des 50 tonnes aux 200 tonnes, il faut bien qu'on aille tous dans cette orientation-là pour que cela puisse fonctionner. Donc on pourra bientôt compter sur les 120 kilos de bougnac qui seront commandés rapidement, je l'espère. Par semaine, Georges. Par semaine, je n'ai pas précisé. Olivier. Oui, effectivement, je vais quand même témoigner pour la ville de Prégorieux, puisque nous sommes clients de la légumerie depuis quand même un petit moment maintenant. La mise en route s'est faite en collaboration avec les agents de la CAB, de manière à pouvoir nous proposer et nous accepter des produits adaptés de saison et qui conviennent dans nos repas. C'est du temps gagné pour nos agents, effectivement, sur la préparation de légumes. Alors, on n'a pas gagné de temps agent sur notre collectivité, puisque je leur ai demandé d'une part de pouvoir valoriser ce temps sur la valorisation des repas et pouvoir montrer aux enfants, construire les repas avec des enfants et expliquer aux enfants les légumes et comment ils sont préparés. Mais aussi, nous sommes rattrapés, et comme toute cuisine, par toutes les tâches administratives qui gravitent autour du métier de fabrication du repas. Et ça nous a permis de dégager des heures pour pouvoir mener à bien toutes ces tâches, moderniser, informatiser, faire en sorte que demain nous puissions remplir toutes ces tâches dans de meilleures conditions. Donc on n'a pas économisé de temps, on a simplement réparti différemment et surtout de la valeur ajoutée sur le repas, de la construction, de la liberté de construire avec les enfants la programmation des repas, et puis un travail très collaboratif, j'allais dire, avec les agents de la CAP pour nous amener les produits qui conviennent de saison sur l'ensemble de l'année. Voilà. Merci Olivier. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre cette subvention? Personne ne s'abstient. Merci pour le travail qui est fait. On va être sur
Le sujet 17, refacturation à Quai-Cyrano que vous avez sur table. Pascal? Parce que la moitié du conseil communautaire ne peut pas voter. Comment? Oui, donc l'EPIC Quai-Cyrano a ainsi succédé à la SPL, vous savez, depuis le 1er avril 2024. Et afin de permettre la transformation juridique de l'EPIC, le passage à une comptabilité publique et le fonctionnement matériel de Quai-Cyrano dès sa mise en fonction, un certain nombre de prestations ont été réalisées et financées par les services communautaires au cours de l'année 2024. Aussi, il convient d'établir une convention entre l'EPIC et la CAB, actant ces interventions et leurs conditions de refacturation. Donc les membres du Conseil sont invités à autoriser le Président à signer cette convention de prestation entre les services. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Vous avez vu la liste des gens qui ne participent pas au vote, hein, donc c'est tous les titulaires et suppléants. Nous sommes 12 à ne pas prendre part au vote. Pour les autres, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va parler d'un fonds de concours pour la commune de Ribagnac. Jean-Jacques. Oui, Président. Donc, un fonds de concours de 35 394 € avait été octroyé à la commune de Ribagnac pour soutenir la création d'un lotissement communal. Donc, pour des raisons de comptabilité publique, il est décidé de réallouer cette somme sur un autre projet pour ne pas le faire perdre à la commune. Et en l'occurrence, la création de la maison médicale de Ribagnac est un projet très important dans son objet et dans son montant, puisqu'on dépasse les 1,5 million d'euros. Il a déjà fait l'objet de 2 fonds de concours pour un montant de 75 000 €. Aussi, ce soir, on vous propose de réaffecter cette somme de 35 394 € supprimée dans le projet lotissement pour soutenir un petit peu plus le projet de maison médicale. Bon, voilà, donc le soutien total à la maison médicale sera porté à 110 394 €. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des prises de parole? Jean-Jacques a tout dit, hein, c'est un projet phare sur l'ensemble des projets en faveur de la lutte contre la désertification médicale sur notre territoire. Je suis content, Cédric, que ce projet soit maintenant ouvert et bien tu dois être soulagé aussi. C'est un vrai plus pour notre territoire et c'est tout naturellement que nous vous proposons de le soutenir un petit peu plus à travers ce fonds de concours complémentaire, naturellement demandé par le maire. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va désigner un nouveau représentant au SMAEP. Pascal. Oui, donc à la suite de la désignation de Jean-Michel Dreuil, ancien suppléant au syndicat mixte d'adduction d'eau potable, en tant que titulaire de ce même syndicat, il convient de procéder à la désignation d'un nouveau conseiller communautaire suppléant. Après, donc il est proposé la candidature de Jean-Pierre Faure. Pas d'objection, personne n'est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va demander à Jean-Louis Dessalles de nous présenter le rapport d'activité annuel du SMAEP. Oui, merci Président. Alors je vous présenter, vous l'avez tous pu le parcourir, il était en pièces jointes. Donc il s'agit surtout d'un extrait des registres et registres des délibérations, puisque ce rapport retrace l'activité de la structure et reprend le compte administratif arrêté par le comité syndical. Voilà, vous avez le détail de toutes les étapes qui ont parcouru, retracé la vie du syndicat sur l'année 2023. Merci Jean-Louis. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Si Hélène, pardon. Je ne te voyais pas. Pardon. Vas-y, je t'écoute. Oui, c'est pas directement sur ce rapport d'activité, c'était plus une question sur l'augmentation des tarifs en fait de la facturation qui a été faite cette année du SMAEP. Il me semble que les coefficients, enfin tout ce qui est lié à l'assainissement, à la pollution a augmenté, avec une répercussion quand même importante sur les factures. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Non. Non. Oui, on est passé par un processus de
regroupement des délégations du service public. Donc il y a une part délégataire qui a elle aussi augmenté. Il y a une part de... Justement, on est dans le cadre de la politique de l'eau voulue par le gouvernement qui vise à essayer de dissuader les gens de gaspiller l'eau. Et donc il y a une progressivité justement au niveau de la facturation qui a été mise en place. C'est-à-dire que sur les tranches de consommateurs basiques d'un ménage classique, là, cette tranche-là a été faiblement augmentée, quasiment pas, Sylvie me fait signe, pour être bien sûr. Et donc, l'idée, c'est, à partir d'un certain niveau, justement, on le voit bien, certains, dont je fais partie, quand on doit remettre de l'eau dans la piscine, quand on doit cette eau-là, on doit la payer plus cher parce qu'il faut qu'on y fasse plus attention. L'eau de l'adduction ne doit pas servir à arroser les fleurs, ou très peu, etc., etc. Donc on a mis en place une politique qui vise à, même si depuis 1 an et demi, 1 an et un peu plus, on est un peu à contre-courant parce qu'il pleut presque beaucoup trop, mais nul doute qu'on retrouvera des périodes avec un stress hydrique comme on a connu précédemment, et du coup il faut évidemment changer de logiciel par rapport à l'eau. Alors il y a évidemment plus on augmente justement dans la consommation, plus on peut être assez fortement impacté par ces tranches de prix. Et donc le bureau du syndicat a pris en compte cet aspect qui était peut-être un petit peu trop fort pour certaines catégories socioprofessionnelles. Et donc on est en train de revoir un petit peu la copie sur ces gros consommateurs. Mais en effet, la logique, c'était de dire, bon, il faut, au-delà d'une certaine consommation qui paraît normale, dissuader les gens de consommer de l'eau de confort ou de l'eau qui n'est pas strictement nécessaire, parce que l'eau, c'est un bien trop précieux, et notamment l'eau potable pour le gaspiller. Voilà, Jean-Louis, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste apporter quelques précisions. Ta question concernait l'eau potable. Sur la part assainissement, je pense qu'il n'y a pas eu de hausse particulière sur cette année. Mais il y a surtout ce qui rentre en ligne de compte, c'est la partie lissage qui a été votée il y a 2 ans, et que peut-être aujourd'hui certains territoires ou certaines communes qui étaient sur des prix, des redevances assainissement, des prix bas, se retrouvent avec l'effet lissage, avec une hausse. Mais au niveau des taxes sur la partie assainissement, à aujourd'hui, que je sache, il n'y a pas eu de variation, d'augmentation significative. Sur l'eau potable, oui, sur la partie alimentation potable, mais pas sur l'assainissement. Oui, Jean-Louis a raison, hein, c'était en fait la partie ville qui était justement à un prix beaucoup plus faible que les autres. Et donc là, on est dans quelque chose qui va nous amener à tendre vers un prix médian qui justement ramène un peu d'équité dans la consommation de l'eau sur notre territoire. Voilà, d'autres questions ? Il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte ? Le débat a bien eu lieu. Personne a de questions supplémentaires. Mais écoutez, on passe toujours sur l'eau, grand cycle de l'eau, avec une convention de mise à disposition des services de la CAP. Tout à fait, Président. Donc, c'est une convention de mise à disposition des services conclue entre la CAP et le syndicat mixte d'adduction d'eau potable Coteau-Pourpre. Donc, considérant l'intérêt d'une mise à disposition des ressources humaines et des moyens techniques du service grand cycle de l'eau de la CAB au bénéfice de ce syndicat, permettant d'assurer la bonne organisation des services des 2 structures, et chacune sont domiciliées au domaine de la Tour à Bergerac. Il est proposé de conclure une convention de mise à disposition pour ce fonctionnement. Et donc, vous avez le tableau en bas de la page qui regroupe les moyens humains avec des parties d'équivalent temps plein, ce qui fait au total quand même globalisé 5 équivalents temps plein pour 240 000 €. Et derrière, vous avez la partie de mise à disposition de moyens matériels à hauteur de 30 000 €. Donc voilà, Président, donc cette convention nous permettrait de signer celle-ci avec le syndicat
d'adduction d'eau potable pourpre pour justement reverser ou rembourser à la CAB les moyens humains et techniques que je viens de préciter. Merci Jean-Jacques. On est dans la parfaite idée de la mutualisation des personnels et justement la participation de tous à cet effort permet justement d'être assez précis dans la participation de chacun et cette mutualisation qui se fait aujourd'hui sur le site du château. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Et on va passer la parole à Jean-Claude Bonamy qui va nous parler de voie verte. Merci. Merci, Président. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Donc, toujours pour anticiper la création de la V91, les acquisitions sont en cours sur les communes du Flé et de Saint-Pierre-des-Ronds. Il en est de même pour Prigorieux et La Force, d'ailleurs. Les dossiers sont en cours. Concernant le Flé, nous sommes obligés d'acquérir environ 389 mètres carrés extraits de la parcelle AE 209 petit p, lieu-dit Lavette Ouest, appartenant à M. Bernard Jamme, pour un montant de 955 €. Environ 631 mètres carrés extraits des parcelles AC 631, 633 et 635, lieu-dit Le Château, appartenant à M. Claude Guérem, pour un montant de 1577 € 50 centimes. Environ 169 mètres carrés extraits de la parcelle D773P, au lieu-dit Lavette Est, appartenant à Mme Josette Clermont, pour un montant de 422,50 €. 258 mètres carrés extraits de la parcelle D774 petit p, lieu-dit Lavette Est, appartenant au consort Jamme. Environ 282 mètres carrés extraits de la parcelle AC 628, au lieu-dit Le Château, appartenant au concert Clockenbrink, pour un montant de 705 €. Environ 61 mètres carrés extraits de la parcelle D413P, lieu-dit Lavette Est, appartenant à M. Patrick Courbier, pour un montant de 152,50 €. Environ 186 mètres carrés extraits de la parcelle AC 343P, au lieu-dit Le Château, appartenant à M. Dominique de Seigne. Environ 280 mètres carrés extraits de la parcelle D411 petit p, au lieu-dit Lavette Est, appartenant à Mme Colette et M. Pierre Dupuis, pour un montant de 700 €. 220 mètres carrés extraits de la parcelle D1046 située à Lavette Est, appartenant au concert Eliotou, pour un montant de 550 €. Environ 234 mètres carrés extraits de la parcelle AE 265 petit p à Lavette Ouest, appartenant à Mme Hélène Bressonnat, pour un montant de 585 €. Environ 417 mètres carrés extraits de la parcelle D410P, toujours à Lavette Est, appartenant à Mme Brigitte Jarvis, pour un montant de 1042,50 €. Environ 194 mètres carrés extraits de la parcelle AE 258 petit p, au lieu-dit Lavette Ouest, appartenant à M. Jean-François Jamme, pour un montant de 485 €. Environ 311 mètres carrés extraits des parcelles D 387P et 388P situées à Lavette Est, appartenant à Mme Valérie et M. Laurent Gutiérrez, pour un montant de 777,50 €. Environ 190 mètres carrés extraits des parcelles D1040 et D1042 situées à Lavette Est, appartenant à Mme Patricia et M. Jean-Luc Morat, pour un montant de 475 €. Toujours sur le Flé, environ 122 mètres carrés extraits de la parcelle AC 637 située au lieu-dit Le Château, appartenant à Mme Monique Guérem, pour un montant de 305 €. Environ 438 mètres carrés extraits de la parcelle D909 petit p, Lavette Est, appartenant à M. Robert Villemian. Nous changeons de commune. Pour ce qui concerne Saint-Pierre-des-Ronds, environ 3 mètres carrés extraits de la parcelle ZN
18 petit p situé au lieu-dit Les Barreaux, appartenant à Madame Pauline et Monsieur Victor Collet. Je sais que ça fait une petite surface, mais on est obligé de passer par là. Pour un montant de 7,50 €. Environ 105 mètres carrés, extrait de la parcelle ZN 271 petit p, lieu-dit Les Barreaux, appartenant à Madame Morissette Guéry, pour un montant de 262,50 €. Environ 118 mètres carrés, extrait de la parcelle ZN 195 petit p, lieu-dit Les Barreaux, toujours, appartenant à l'indivision Conan, Gomez, Le Pochat et Simon, pour un montant de 295 €. Environ 352 mètres carrés, extrait de la parcelle ZN 287 petit p, lieu-dit Les Barreaux, appartenant à Madame Lucette Lafitte, pour un montant de 880 €. 46 mètres carrés environ, extrait de la parcelle ZN 265 petit p, situé Les Barreaux, appartenant à Madame Cindy et Pascal Lelcha. Madame Cindy et Monsieur Pascal Lelcha, pour un montant de 115 €. Et enfin, une parcelle d'environ 200 mètres carrés, extrait des parcelles ZN de 21 petit p, 20 petit p et 19 petit p, situées au lieu-dit Les Barreaux toujours, appartenant à Monsieur Luc Thomas, pour un montant de 500 €. Je tiens à remercier les 4 maires qui m'aident beaucoup dans le relationnel, et Hélène H qui fait un travail exceptionnel là-dessus. Donc nous sommes donc invités à décider des acquisitions en conditions énoncées ci-dessus, désigner Maître Bardet, notaire à Bergerac, pour rédiger les actes afférents et autoriser le président à signer les actes correspondants. Vous avez pu suivre les parcelles, enfin du moins l'englobement des parcelles sur la projection. Est-ce que la veste, c'est bien offlé ? Merci, merci Jean-Claude. Je veux vraiment remercier Jean-Claude pour le travail qu'il fait sur ce dossier. On en a une parfaite illustration ce soir. C'est un travail de fourmi et vraiment, il consacre à la fois un temps et un talent important. Donc ça, je le remercie pour ça, et bien aidé par les services, qui fait un duo important avec Hélène et d'autres. Donc c'est vrai que ce dossier avance bien, il avance bien, et on va pouvoir reprendre quelques travaux, je pense, dès 2025, pour avancer sur ce dossier, qu'on aille vers l'ouest le plus vite possible. Et la logique, c'est d'essayer de capitaliser sur certains tronçons de manière à bien marquer notre volonté de faire aboutir cet itinéraire jusqu'au Flé. Justement, ça aide toujours pour les secteurs les plus compliqués à convaincre et à aider l'État à nous aider à mettre la pression sur les gens qui sont un peu récalcitrants. Vous avez vu, les montants, ils sont faibles par rapport aux surfaces qui sont faibles. Et si vous le ramenez à l'hectare, ce sont des montants très importants qui sont consentis par la CAB. On avait pris le parti dès le début de proposer un prix plus que sérieux. Je crois 25 000 € l'hectare, c'est pas rien. Parce que, je le rappelle, on va souvent troubler des habitudes, aller chez les gens, modifier des comportements, etc. Donc il ne fallait pas s'encombrer d'une négociation qui n'aurait pas eu de sens, qui n'était pas tout à fait logique, considérant à la fois l'intérêt pour nous et les surfaces concernées, et le fait qu'on changeait ses habitudes. Donc ça, c'est important. Et vraiment, Jean-Claude, te remercier pour le travail que vous faites, parce que c'est assez ingrat. C'est des accords qui sont des fois remis en question, repris, etc. C'est pas si simple. Et il faut bien que les élus soient soutenus par les services et les maires pour y arriver. Merci, Jean-Claude. Est-ce que quelqu'un est contre ces acquisitions? Personne. Oui, Madame Tao. Je croyais que vous étiez contre. Non, pas du tout, au contraire. Je voulais, avant que vous le disiez, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Un grand merci aussi pour ce travail de fourmi, qui est pour le plus grand bonheur des piétons et des cyclistes, en espérant que ça fasse une longueur vraiment très importante. Moi, j'avais une petite curiosité de citoyenne, mais vous y avez répondu un petit peu, parce que 2,50 € le mètre carré, c'est tout de même sur des zones qui sont, à mon avis, cadastrées voies naturelles,
où on est à moins de 1 euro en vente en général quelque part. C'est non, nature. Les terrains nature, c'est à moins de 1 euro. Hein. Ah, c'est moins que ça. C'est 66 centimes, je crois, à peu près le maximum. Donc bon, c'est beaucoup. Et enfin, c'est bien. Ça permet aussi peut-être que les gens acceptent de vendre. Je crois que le fait de considérer la situation, pas simplement se focaliser sur un prix, est une bonne façon d'aider à la négociation pour Jean-Claude et pour les services. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci beaucoup. Et il y en a encore une autre qui suit, Jean-Claude. Oui. Alors, un peu plus compliqué parce que là, on touche les pomiculteurs, donc c'est vrai qu'on touche à des cultures. C'est pas facile. Donc, vu le CGCT, vu le schéma national des véloroutes, vu le schéma régional des véloroutes, vu le plan départemental vélo de la Dordogne, vu l'arrêté préfectoral 24-2024-65405 du 5 juin 2024, nous sommes donc sur une acquisition d'une bande de terrain d'une longueur de 665 mètres, environ 2971 mètres carrés, extraite de la parcelle ZR 191 petit p, au lieu dit Le Sablier, sur la commune de Saint-Pierre-des-Roues, appartenant au GFA Le Sablier, exploité par la SCEA de Marolles. Propriétaire M. Roy, entre autres. Pour un montant de donc 7 427,50 €. Là, on voit qu'on monte dans les prix. Considérant enfin qu'une acquisition amiable présente des avantages évidents et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de privilégier cette voie en recourant à un accord transactionnel qui sera prochainement soumis à l'Assemblée pour fixer les droits et obligations des parties à la relation contractuelle envisagée. Chez M. Roy, les travaux de déplacement de ces rangs de pommiers, et ça n'engage pas que le déplacement des pommiers, en fait, c'est qu'il y a tout un système qui tient les filets de protection contre le gel et compagnie, la grêle. Donc tout ça, c'est un travail assez faramineux. Donc j'ai rencontré M. Roy vendredi après-midi, et peut-être qu'on va pouvoir gagner 1 an, selon comment tout va se présenter par rapport aux entreprises qui doivent intervenir. Donc voilà, si tout va bien, on pourrait, dans le mois qui vient, les 2 mois, gagner 1 an sur les travaux, ce qui nous permettrait de faire, nous, les 665 mètres qui sont prévus avec d'autres longueurs, de faire les travaux en une seule fois plutôt qu'en 2 fois. Voilà. Donc nous sommes donc invités à valider ces acquisitions en conditions énoncées ci-dessus, désigner Maître Bardin toujours, et autoriser le président à signer les actes correspondants. Merci. Pas de questions. Tout le monde est d'accord? Écoutez, merci beaucoup. On poursuit avec le personnel communautaire. Pascal, modification du tableau des effectifs. Oui, donc le tableau des effectifs est modifié pour tenir compte des mouvements suivants. Donc il y a eu des créations d'emplois, un poste d'assistant de conservation et un poste d'adjoint du patrimoine à temps complet au 1er février 2025 pour les bibliothèques et remplacement, mutation et départ en retraite. Un poste d'adjoint du patrimoine à temps non complet, 21 heures hebdomadaires, au 1er février 2025, bibliothèque aussi, et remplacement, mutation et départ en retraite. Il y a un poste d'adjoint technique et un poste d'adjoint technique principal 2e classe à temps complet au 1er février 2025 au patrimoine, et c'est un remplacement de départ en retraite. Un poste d'adjoint technique principal de 1re classe à temps complet au 1er mars 2025, c'est voirie mutation. Et après le dernier, un poste d'adjoint d'animation à temps complet au 1er janvier 2025. Et il s'agit des ALSH et c'est une augmentation du temps de travail. Merci Pascal. C'est des agents dont on a besoin pour assurer la pérennité du fonctionnement de la collectivité. Y a-t-il des questions? Oui, Mme Tavot. Concernant c'est des créations d'emplois, vous parlez sur les 2 premiers, sur les bibliothèques, c'est des créations d'emplois ou c'est des personnes qui sont parties et de fait, c'est des créations d'emplois sur quelle bibliothèque, sur quelle commune, s'il vous plaît? Il s'agit de départ en retraite et mutation, et c'est sur le réseau bibliothèque. Et c'est Saint-Laurent-des-Vignes. Et pourquoi
pourquoi c'est marqué création d'emplois si c'est des départs à la retraite, c'est pas des créations d'emplois? Dans le tableau des effectifs. Ok. Ils ne sont pas sur le même cadre d'emploi. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Je vous rappelle que je ne prends pas part au vote. Personnel communautaire, protection sociale complémentaire. Pascal? Oui, donc, comme vous le savez, à compter du 1er janvier 2025, les employeurs territoriaux ont l'obligation de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents pour le risque prévoyance à hauteur minimum de 7 € par mois et par agent. En mars 2024, le centre de gestion de la Dordogne a lancé une procédure de mise en concurrence mutualisée en vue de conclure une convention de participation pour le risque prévoyance au profit des collectivités et établissements publics du département de la Dordogne l'ayant sollicité. À l'issue de la procédure, la consultation le centre de gestion de la Dordogne a souscrit une convention de participation pour le risque prévoyance auprès du groupement MNT pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2025. La CAB avait manifesté son intérêt pour cette mise en concurrence et à ce titre, elle peut aujourd'hui adhérer à la convention de participation proposée par le centre de gestion. Pour permettre à ces agents de bénéficier des garanties et conditions financières mutualisées proposées par le prestataire qui a été retenu. S'agissant d'un contrat collectif à adhésion facultative, les agents de la CAB ont le choix d'adhérer ou non, mais les agents qui adhèrent au contrat perçoivent la participation financière de l'employeur. Il est proposé que la CAB verse une participation de 12 € par mois au titre du risque prévoyance. Pour les agents ne bénéficiant pas de cette participation, la collectivité pourra verser une participation de 12 € par mois au risque de santé sur présentation d'une adhésion à une mutuelle labellisée. Lors de la séance du 12 décembre dernier, le comité social territorial de la CAB a émis un avis favorable. Merci Pascal. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Toujours sur le personnel communautaire des emplois de vacataires. Oui, dans le cadre du transfert du centre municipal de santé de Bergerac, la communauté d'agglomération bergeracoise, au 1er septembre 2024, la CAB a créé 3 postes de vacataires pour permettre de renforcer les médecins en poste au centre intercommunal de santé par du personnel médical de façon discontinue tout au long de l'année. Il est proposé de prendre en compte dans les rémunérations des vacataires ci-dessous exerçant au centre intercommunal de santé l'augmentation des tarifs de consultation des médecins généralistes, puisque le passage du tarif de base passe de 26,50 à 30 € dès décembre 2024, et la contrepartie d'un travail autour des cotations des actes médicaux permettant d'augmenter les recettes du centre intercommunal de santé. Donc il y a un médecin généraliste pour un renfort donc, au centre intercommunal de santé, un autre, et 3 médecins généralistes. Voilà. Merci Pascal. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Politique de la ville, charte de fonctionnement de fonds de participation aux habitants. Fatia, tu as la parole. Merci Président. Effectivement, ce soir, il vous est présenté dans cette délibération un renouvellement de charte en ce qui concerne le fonctionnement de fonds de participation aux habitants des quartiers populaires ou dits quartiers prioritaires villes. Ce fonds permet le développement social du territoire, mais aussi une animation de l'espace public. Il est très important car ce dispositif se veut souple et dynamique. L'État et la CAB sont cofinanceurs et sous la responsabilité des conseils citoyens depuis 2017. Une commission existe où les conseils citoyens présentent les projets des habitants de ces quartiers populaires ainsi que le montant de leurs demandes. Après un accord des 3 parties, les conseils citoyens participent à 80% de la somme totale pour un montant qui n'excède pas 1 000 € maximum par projet. Il est donc proposé ce soir, comme je vous l'ai dit en introduction, ce renouvellement de cette charte. Donc,
approuver la charte de fonctionnement du FPH entre l'État, la CAB et l'Association des conseils citoyens et autoriser le président à signer cette charte dédiée à la gestion du FPH par l'Association des conseils citoyens. J'en ai fini, Président. Merci beaucoup. Bon, c'est un dispositif qui est reconduit par rapport à l'année dernière. Pas de questions. Oui, Hélène? Simplement, si on pouvait avoir un exemple ou deux de projets qui ont été portés par ce dispositif et savoir si c'est ouvert aux habitants ou aussi aux associations localisées dans les quartiers prioritaires. Alors cette année, il y a eu un financement pour le festival Kawaii, parce qu'il y a des jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires. Donc, ils sont venus vers nous, effectivement, pour une participation. Il y a eu aussi des projets de financement, par exemple, culturel, pour un monsieur qui voulait créer un CD. Il y a quand même une obligation que ça soit associatif ou citoyen, la personne soit située ou l'association soit située dans les quartiers prioritaires. Tu veux un autre exemple ? Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. L'attribution d'une subvention complémentaire pour Overlook, comme nous l'avions. Merci, Président. Oui, il s'agit de rétablir une situation financière de l'association qui pilote le Roxane. Cette subvention était de 90 000 € avant Covid. Elle était passée progressivement à 70 000 € durant cette période où l'activité avait été moindre. L'an passé, nous avons réaugmenté cette subvention à 80 000 € et cette année, on vous propose de rétablir définitivement la subvention qui était portée par le CPO, c'est-à-dire la Convention pluripartie d'objectifs qui organise le financement du Roxane. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur cette augmentation, cette subvention supplémentaire qui ne fait en fait que rétablir une situation antérieure. Donc il est proposé au Conseil communautaire de voter une subvention supplémentaire de 10 000 € pour l'association Overlook. Y a-t-il des interventions? Moi, je confirme, il y a eu un léger diminution d'activité à un moment qui a repris et tout logiquement, on propose de réaffecter la subvention. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci beaucoup. On va passer au règlement intérieur de l'Aqualud et des différentes activités. Jean-François. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'Aqualud accueille un grand nombre de publics scolaires, les associations sportives, le public, les ALSH, CAB et hors CAB, ainsi que les activités organisées par la CAB. Elles sont marquées. Les tarifs et plages horaires sont conçus afin de rendre accessible au plus grand nombre cette structure qui se veut aussi un lien social et intergénérationnel. Les associations sportives bénéficient de créneaux dédiés à leur entraînement. Les éducateurs et entraîneurs de ces associations doivent respecter des règles de fonctionnement et de sécurité bien spécifiques qui conviennent de notifier dans le règlement intérieur, d'où la modification de l'article 2 du chapitre 5. Les ALSH, CAB et hors CAB bénéficient durant les vacances scolaires de créneaux de piscine. Les dispositions générales d'accueil ainsi que le mode de fonctionnement pour les ALSH doivent être consignés dans le règlement intérieur, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, d'où la création d'un chapitre dédié. Nous sommes invités à valider les modifications apportées à l'article 2 du chapitre 5 Associations et valider la création du chapitre 6 Accueil de loisirs sans hébergement. Merci Jean-François. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit d'accepter la signature d'une convention attributive de financement d'État du FNADT au profit du recrutement d'un ingénieur sur le dossier de territoire d'industrie. Vous le savez, on était candidat partenaire avec le Grand Périgueux pour briguer ce label de territoire d'industrie parce que les places étaient peu nombreuses et ça nous a
évidemment plutôt bien réussi. Donc nous sommes co-porteurs de ce projet de territoire d'industrie. Vous vous rappelez, il y avait un dispositif qui s'appelait le CADE, qui était initialement sur notre territoire, qui permettait d'aller accompagner les projets dans les entreprises industrielles et qui s'est arrêté il y a 2 ans. Et donc nous avions légitimement essayé de combler ce vide en postulant à cet appel à projet. Et nous étions au départ concurrents avec le Grand Périgueux, ce qui nous permettait de pas entrevoir d'issue positive. Et donc, nous avons choisi de porter ensemble cette candidature, ce qui nous permet d'être aujourd'hui lauréat. Le candidat a été recruté récemment. Il s'appelle Olivier Madère. Il a pris ses fonctions aujourd'hui. Et donc, il s'agit de signer la convention de rémunération et de subvention. Vous la voyez avec une participation du FNADT de 40 000 € et de 10 000 € chacun entre la CAB et le Grand Périgueux. Donc c'est une belle opportunité pour notre territoire, mais on a pris un peu de retard. Il va falloir essayer d'avancer le plus vite possible pour ne pas hypothéquer nos chances d'être reconduits par la suite sur ce dispositif. Voilà ce que je pouvais vous dire. Y a-t-il des questions, des objections ? Il n'y en a pas, il s'agit d'aller chercher des subventions, donc personne n'est contre. Merci beaucoup. On va passer à la signature de la convention relative au projet alimentaire territorial du Grand Bergeracois. Pascal. Merci, Président. Donc ça vient faire continuité à ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc en fait, on change un petit peu de braquet. On passe du PAT1 au PAT2. Je remercie d'ailleurs Madame Jardin pour avoir défendu ce dossier convenablement. Le territoire du Grand Bergeracois, représenté par la délégation générale du Grand Bergeracois, porte le projet alimentaire territorial depuis 2016. Celui-ci permet aux 4 intercommunalités composant le Grand Bergeracois de conventionner afin de poursuivre la construction conjointe de projets liés à la relocalisation de l'alimentation via une coordination partagée. La communauté d'agglomération bergeracoise est par là même devenue structure porteuse des missions du Grand Bergeracois et de la délégation du Grand Bergeracois. 8 ambitions, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, ont été affichées. La souveraineté alimentaire, la qualité des produits, la mise en valeur du foncier, le gaspillage alimentaire, le développement du tissu économique, la sécurité alimentaire de nos voisins, des territoires voisins, l'innovation et l'adhésion de nos citoyens à ce projet-là. Dans un contexte d'urgence climatique, énergétique et environnementale, le Grand Bergeracois souhaite continuer et amplifier les actions de son PAT. Suite à l'appel à candidature de la DRAF, la délégation du Bergeracois a ainsi été labellisée PAT niveau 2. Ainsi, c'est une nouvelle phase pour le PAT qui commence pour assurer la continuité des actions engagées précédemment. Le territoire travaille avec une multitude d'acteurs engagés dans un même objectif d'adaptation, mais sur des thématiques qui nécessitent la coordination. Dans cette perspective, la DRAF accorde au PAT du Grand Bergeracois une aide financière de 55 881 € pour mener à bien toutes les actions du programme pluriannuel du PAT niveau 2 sur 2025-2027. Exactement, c'est de septembre 2024 à septembre 2027. Estimé à 79 881 € et 20 centimes. Cette aide est conditionnée à la signature d'une convention fixant les modalités de versement de l'aide et les engagements réciproques des parties. Vous aviez les documents en annexe. Il est donc proposé d'adopter la convention et d'autoriser le président à signer la dite convention et signer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette fonction. Personne n'est contre, j'imagine. Personne ne s'abstient. Merci. Adopté à l'unanimité. On va passer aux aides à l'investissement. Cyril. Merci, Président. Donc, nous allons passer 3 aides à l'investissement sur la commune de Bergerac. Il s'agit en premier lieu de la SAS Ayave Dream, Madame Marie-Hélène Félix, qui a créé un laboratoire de fabrication de savons et de produits cosmétiques à l'enseigne Passion Savant, 9 rue du Puy, dans le centre-ville de Bergerac. Elle a un investissement total de 13 000, de quasiment 14 000 €. La région de Nouvelle-Aquitaine a été sollicitée. Et la CAP pourrait intervenir à hauteur de 2 734 €
sur les travaux d'aménagement conformément au plan de financement qui vous est présenté. Deuxièmement, pour cette fois-ci, l'atelier d'encadrement, Madame Chloé Lambert, toujours sur la commune de Bergerac, qui souhaite moderniser et agrandir sa boutique située 13 rue des Fontaines, donc à Bergerac. L'investissement prévu s'élève à 20 188 €. La CAP pourrait intervenir à hauteur de 4 037,70 sur les travaux d'aménagement conformément au plan de financement qui vous est présenté. Vous avez à l'image à l'écran les différentes structures. Et enfin, la société 9T, Madame Xoué Yamen, a créé un salon de thé avec vente à emporter de type bubble tea, 9T situé au 10 Grand Rue à Bergerac. L'investissement s'élève à 23 989,81 €. La CAP pourrait intervenir à hauteur de 4 224,70 € sur les travaux d'aménagement, conformément au plan que vous avez dans le dossier. Il sera proposé aux membres du conseil communautaire d'autoriser la CAB à accorder une subvention de 2 734,23 € à la SAS Ayave Dream, une subvention de 4 037,70 € à la URL Atelier d'encadrement, et enfin une subvention de 4 224,70 € à la structure 9T, et autoriser le président à signer les conventions fixant les conditions de versement de l'aide. Merci Cyril. Vous voulez qu'on vote les dossiers séparément ou tout le monde est d'accord pour voter les 3 dossiers? Pas d'objection sur aucun dossier? Donc on va voter les 3 en même temps. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour eux. Et on poursuit avec une vente de terrain à Creil-Saint-Lizier. Je l'attends. Merci Frédéric. On avait délibéré le mois dernier sur la vente d'une parcelle à Marie-Pierre Ponce, représentante de la SCI LMMP. Compte tenu de l'évolution du projet, il y a lieu d'augmenter la superficie cédée et donc la surface serait portée à 3 251 mètres carrés. On avait vu une délibération précédente à 2 698. Et donc, c'est conformément à l'avis des domaines qu'on propose 30 € hors taxe le mètre carré pour un montant total de 97 530 €. Merci. Pas d'objection, c'est une vente supplémentaire sur le terrain que nous avions accepté de vendre précédemment. Personne n'est contre. S'abstient, adopté à l'unanimité. Pardon. On va passer à l'assainissement collectif. Jean-Louis, pour terminer. Oui, merci Président. Donc, cette délibération porte sur la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2025. Donc, au sein également de cette délibération, on a concaténé un petit peu les éléments, puisqu'il y a 5 délégations sur le territoire de la CAB. Donc, on fait qu'une seule délibération pour qui concerne ces 5 délégations. Donc, en quoi? Donc, aujourd'hui, vu la délibération DLCAC 2449 du Conseil d'administration de l'Agence de l'eau portant sur le projet de taux de redevance des années 2025 à 2030, considérant que la redevance prélèvement est maintenue, mais que les redevances de pollution d'origine domestique et les modernisations des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1er janvier 2025 par une redevance d'une part consommation eau potable, facturée à l'abonné à l'eau potable, et de 2 redevances pour performance de réseau d'eau potable d'une part et des systèmes d'assainissement collectif d'autre part. Donc je vous passe les détails de la délibération. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le tarif de base fixé par l'Agence de l'eau est de 0,35 € hors taxe le mètre cube, qu'il y a un coefficient de performance qui est appliqué d'une valeur entre 0,30 l'objectif et 1 quand on est moins performant, et qu'aujourd'hui le coefficient qui est retenu à compter du 1er janvier 2025, et qui est le point de départ, est le coefficient 0,30 voilà, pour l'année 2025. Donc ce qui veut dire que le prix de 0,35 € hors taxe du mètre cube est affecté du coefficient 0,30, ce qui va amener une cotisation concernant cette redevance qui va porter la cotisation à
0,105 € hors taxe du mètre cube, voilà, qui sera facturé aux abonnés. Alors, ce n'est pas une cotisation supplémentaire, hein, comme je l'ai dit précédemment, elle vient en lieu et place de cotisations déjà existantes, sauf qu'elle est affectée d'un coefficient de performance qui a pour vocation de récompenser les collectivités et les structures qui sont vertueuses dans le cadre du gaspillage de l'eau. Voilà. Donc les membres du conseil communautaire sont donc invités à fixer à 0,105 € hors taxe du mètre cube la contre-valeur correspondant à la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie applicable à compter du 1er janvier 2025. Et valider que cette contre-valeur de la redevance pour performance des réseaux d'assainissement collectif est facturée et encaissée auprès des usagers du service public de l'assainissement collectif et reversée à la communauté d'agglo au titre de sa compétence pour le traitement des eaux usées selon les modalités déterminées dans les contrats concernés. Merci Voilà. Jean-Louis de ces détails techniques pour le calcul. Évidemment, tout ça au profit de l'incitation à améliorer la performance, évidemment. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On continue, Jean-Louis, sur des conventions de prestations. Celle-ci est un petit peu plus simple et on a un peu tous plus de visibilité là-dessus. Donc il s'agit des conventions de prestations de services avec certaines communes disposant d'assainissement collectif et exerçant par le biais de leurs agents des prestations sur les différents équipements d'assainissement collectif. Donc vous avez un tableau récapitulatif concernant les refacturations de l'année 2023. Hein, je vous rappelle. Donc voilà, vous avez la liste des communes, je ne vais pas le répéter ou le relire. Voilà, ce sont les communes de Bougnac, Cour-de-Pile, Creil, Cunège, Le Flé, Lamozy-Montastruc, Lamozy-Saint-Martin, Lembras, Monestier, Montfaucon, Mouledier, Pomport, Caïssac, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Pierre-des-Hérault, Saint-Sauveur, Saucignac et Sigoulès et Flaujac. Donc voilà, les membres du conseil communautaire sont invités à arrêter les montants dus au titre de ces prestations et inscrire les budgets correspondants. Merci Jean-Louis. Pas d'objection sur ces tableaux. Personne n'est contre, s'abstient. Merci, adopté à l'unanimité. Écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, si vous n'avez pas de questions particulières, si Hélène. Oui, une question pardon, sur les décisions, juste sur l'abri vélo sécurisé au niveau de la gare. Il y a un délai pour l'ouverture de cet abri? Oui, on attend les jetons pour pouvoir ouvrir et fermer la porte. Voilà, l'entreprise doit nous ramener les jetons d'entrée, là, voilà, qui seront distribués après aux usagers. Oui, Madame Tavot. Oui, je reprends parce qu'Hélène m'a piqué mon sujet sous le coude. C'était simplement, j'ai lu le règlement. En fait, c'était l'histoire d'un lien avec la SNCF, a priori, au départ, et éventuellement les bus. Mais en fait, n'importe qui va pouvoir demander des jetons, c'est-à-dire qu'ils prennent le train ou qu'ils ne prennent pas le train. Puisqu'en fait, on n'a pas quelque chose qui est lié à un ticket de la SNCF ou à un ticket du bus. Il n'y a pas de ticket de bus, hein. Donc, on va voir comment on va faire avec les services pour mettre en place ces jetons, pour permettre après d'ouvrir et de mettre en sécurité le vélo. Voilà, on va regarder de plus près pour comment on va distribuer les jetons à juste prix pour les gens qui utilisent l'abri. C'était pas la question, Thierry. C'était en fait la convention. Bon, c'est vrai, personne ne prend les vélos là, donc c'est pas un problème. Pardon, madame, j'ai pas entendu parce que. Oui, c'est ça. Ils sont moi qui prennent pas les vélos. Ils n'ont pas besoin de les mettre dans l'abri, donc ça va. C'est ça. Oui, ça sent bon depuis tout à l'heure, de toute façon. En fait, c'est pas ça. C'est que la distribution des tickets, des jetons, elle va pas être conditionnée au fait que les personnes prennent le train ou le bus. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est donc voilà. Merci. Avant de clôturer, Alain va vous donner quelques informations sur la pénétration de la fibre optique.
Oui, lors de la dernière réunion du syndicat mixte Périgord numérique, il nous a été remis un document sur l'état des lieux de l'avancement de la fibre. Et puis donc, ce que je voudrais vous dire, on va vous faire passer un tableau de commune par commune. Bien sûr, il y en a qui sont juste en finition de pose du réseau. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les communes, les 8 communes de 4, 6, 8 communes qui avaient été prises dans la première phase, vous rappelez, du déploiement de la fibre, c'est-à-dire phase 1, il y a eu la phase 2. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce jour, parce que c'est intéressant, toutes ces 8 communes, c'est-à-dire Cour-de-Pile, Creys, Lamonzie-Montastruc, Lembras, Mouledier, Quayssac, Saint-Germain et Mons et Saint-Nexan, sont déjà dans un taux de pénétration qui va de 48 à 63% d'abonnés branchés sur la fibre. Voilà, c'est quand même intéressant de le savoir. Donc on voit que ça évolue favorablement et que la fibre arrive vraiment maintenant sur la CAB. Olivier a une information sur la santé aussi. Oui, vous avez reçu dans vos mairies une information venant de la CAB sur diverses actions qui sont menées. La première, c'est sur le dépistage du col de l'utérus. Donc, c'est une opération qui est portée par la communauté professionnelle territoriale de santé du Bergeracois, la CPTS, journée qui est destinée aux femmes qui sont un peu plus éloignées de tous les contrôles ou tous les dépistages habituels. Donc, ce sera une journée le 13 janvier avec une possibilité de prendre rendez-vous sur un numéro 06. Donc, je vous invite à bien entendu en faire la communication dans vos communes. Une journée porte ouverte, il y a des tracts qui vous ont été proposés, journée porte ouverte pour découvrir au campus connecté de Périgord à Périgueux la première année de médecine en lien avec la fac de Bordeaux, donc projet porté par la CAB. Plus on aura de jeunes du notre territoire qui commenceront et qui iront sur ces années de médecine, plus on aura de la chance de les récupérer sur notre territoire. Des formations sur la santé mentale et prévention suicide portées par l'hôpital de Vauclair, financées et pilotées par l'ARS. Ce sont des journées importantes qui permettent de déceler des comportements compliqués chez certaines personnes et éviter malheureusement d'aller sur des actes dramatiques. Donc ça aussi, ça s'adresse souvent à des responsables de services ou autres, mais ce sont des journées de formation qui seront proposées dans les locaux de la CAB. Et en dernier, une opération Bouge tes baskets proposée par la Mutualité française. C'est permettre aux élèves de CE2 jusqu'au CM2 de pouvoir se bouger un peu plus qu'ils ne le font peut-être actuellement, avec des activités, des journées de sport qui sont proposées, d'activités physiques dans les écoles. Donc si vous êtes intéressé par proposer dans vos écoles ces activités en accord bien entendu avec les enseignants, vous avez toutes ces informations et tous les liens et tous les contacts possibles. Et j'invite donc les maires à diffuser largement tous les conseillers pour une meilleure communication. Merci. Merci. Je vais peut-être redonner la parole à Anthony qui va nous dire comment ça se passe. Comment ça se passe? Il faut clore la réunion déjà. Voilà. Merci. Et après la suite, vous allez découvrir. Bon, écoutez, on lève la séance. Merci beaucoup de participation et bonne fin de soirée.